le symbole est double. Personnellement, je suis heureux d'être ici en Casamance. Le premier symbole attaché à cette manifestation, c'est que, un, c'est la décentralisation d'un événement qui s'est toujours passé à Dakar. Et cette perspective est en ce sens heureuse pour le gouvernement que c'est un prélude à ce que le président de la République appelle la territorialisation des politiques publiques. Vous savez, l'acte 3 de la décentralisation a pour philosophie fondamentale la territorialisation des politiques publiques, c'est-à-dire un processus d'élaboration des politiques publiques, d'exécution des politiques publiques, d'évaluation des politiques publiques, qui part des localités, des bases et en prenant compte des besoins des populations, des possibilités et des potentialités de chaque région et de chaque terroir. Quand on regarde aujourd'hui cette décentralisation de l'événement, délocalisation de l'événement, on peut dire que c'est une démarche qui rencontre une préoccupation du gouvernement. Le deuxième symbole lié à cet événement, c'est que cela se passe en Casamance. Vous savez, les spécialistes de la question ont l'habitude de dire dans toutes les zones de conflit, il y a généralement une violation des droits de l'homme. C'est vrai qu'en Casamance, il y en a eu, il y en aura encore, tant que la guerre n'est pas terminée, ou en tout cas la rébellion n'aura pas cessé, et qu'on n'aura pas trouvé un accord de paix durable et définitif. Et tout de même, il faut reconnaître que la violation des droits de l'homme sur ce terroir n'est pas le fait organisé par un État. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement défectueux de l'administration. La faute des services ou la faute des services. Ça veut dire simplement que ce n'est pas une politique organisée. Il arrive qu'il y en ait des cas, comme il peut y en avoir à Matam, Nouvelle ou ailleurs dans le Sénégal. Ce qui est réconfortant, c'est que l'État du Sénégal s'est organisé depuis l'indépendance du pays, a construit un État de droit qui repose sur la primauté du droit et le respect du droit et l'acceptation de se soumettre au droit par tout le monde, tous les citoyens, mais également par l'État. Il va de soi que ce n'est pas une tâche facile, ça prend du temps, c'est un long processus. Et dans ce long processus intervient par-ci et par-là des couacs qu'on peut assimiler parfois une violation des droits de l'homme ou à des faits qui ne sont pas acceptables. Mais l'essentiel, c'est qu'à chaque fois que cela arrive, que l'État prenne ses responsabilités et prononce les sanctions idoines par rapport aux fautes commises et à la hauteur des fautes qui ont été commises. Il est vrai que nous n'avons pas été toujours performants en la matière. Il y a eu des cas, pour des raisons X, l'impunité a régné. L'option fondamentale du gouvernement et du chef de l'État, c'est de faire en sorte qu'il y en ait moins et qu'on soit d'une célérité positive à chaque fois qu'on aura constaté des cas de violation des droits de l'homme. Que ce soit le fait de la police, que ce soit le fait d'un autre corps, d'un ministre ou de quelqu'un d'autre, que cette violation-là fasse l'objet d'une enquête et d'une sanction à la fois administrative et judiciaire, ou seulement une sanction administrative ou une sanction judiciaire. C'est l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre combinées. Voilà. Voilà. Est-ce que justement cette décentralisation de cette activité peut être pertinente pour accompagner le processus de paix? Oui, c'est d'abord un manque de considération pour ces régions et une préoccupation majeure par rapport à ce qui se passe. Souvenez-vous que le président de la République, dans sa première déclaration à la nation, élu président de la République, avait dit « Je tends la main au MFDC, à tous les acteurs impliqués et qui peuvent être d'un apport par rapport à la lutte pour la fin de ce qui se passe dans ces régions-là. » Je résume, je schématise. Je tends la main sans condition. Et je suis prêt à rencontrer les MFDC partout où c'est possible, même s'il faut aller jusqu'à la part de mars. La volonté politique ainsi exprimée a été suivie d'actes concrets. Et c'est ce qui a amené le résultat auquel nous assistons aujourd'hui, une accalmie dans ces régions. Tant mieux. Que cette accalmie soit le prélude à une paix définitive, durable et absolue. C'est ça que les Casamancés souhaitent. C'est ça que l'ensemble de la communauté nationale souhaite. Je suis également persuadé que les gens qui sont impliqués directement, je veux citer le ministre d'État Robert Sagna et d'autres, l'ouverture du gouvernement, l'aide d'acteurs étrangers, vous en connaissez certains, pas besoin de les nommer, pourra aider à régler définitivement
la situation en Casamance pour une paix durable, constructive et propice au développement de notre pays. Mais écoutez, la construction d'un état de droit postule fondamentalement le respect des droits de l'homme. C'est la soumission de tout le monde à la primauté du droit et la soumission de tout le monde au droit. Quand on dit violation des droits de l'homme, c'est parce qu'on n'a pas respecté le droit. C'est parce qu'on n'a pas respecté la loi. En respectant la loi, en acceptant le règne absolu de la loi, on respecte naturellement les droits de l'homme. Comme disent les Américains, travaillons à avoir un état de droit. Travaillons à avoir un état de loi. Un état de loi plutôt que d'avoir un état des hommes. Nous avons un état qui fonctionne sur la base des lois républicaines. Des lois qu'on respecte, mais des lois qu'on comprenne, des lois qu'on essaie d'incarner dans son comportement quotidien. On arrivera un jour à dire, il n'y a plus de violation des droits de l'homme dans le pays. Merci.